Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour cette conférence inaugurale, avec le mot de bienvenue du Père Chanel à Fognon, on a besoin de faire d'autres commentaires. Nous allons rentrer directement sur la conférence inaugurale dont le thème est s'engager, le devoir de s'engager sans un engagement citoyen. Quelle chance avons-nous de mieux vivre dans notre pays? Cette conférence inaugurale va être développée par notre chère Madame Maryse Bosché. Elle est humble, elle est retraitée, elle est spécialiste des sciences de l'éducation. Donc, sans trop tarder, je voudrais la laisser la parole pour vous présenter cette conférence dont le terme est le devoir de s'engager, le devoir de citoyen. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui m'ont fait confiance en désirant et en acceptant que je fasse cette conférence inaugurale. En effet, c'est pour moi un ainsi honneur de prendre la parole au nom des membres et devant les amis et les invités des forces vives Espérance pour le Togo, en ce moment qu'on peut qualifier d'historique pour notre pays. Merci donc à tous et à chacun. Dans notre tradition universitaire, on parle volontiers de leçon inaugurale, au sens d'un discours donné par un maître, discours destiné à nourrir les apprenants pendant longtemps, à faire durablement débat au sein de la communauté savante. Mais aujourd'hui, il pourrait être question d'une leçon inaugurale, parce que je n'ai pas de solution miracle, je n'ai pas de réponse toute faite aux problèmes qui se posent aux citoyens togolais de 2018. C'est pourquoi ma conférence sera constituée d'une série de questions, des questions que je me pose, que je me suis posées. Et donc cette conférence correspond de fait plus à des propositions de réponses que je vais partager avec vous et dont nous allons pouvoir débattre. Je vais y aller directement. Ma première question est formulée de la façon suivante. Combien de temps encore? Je commence en citant des données dont personne ne peut douter de l'objectivité. En effet, selon la Banque de France, en 2016, le revenu annuel du Togolais correspondait à 590 $, c'est-à-dire moins de 25 000 francs par mois, soit environ 800 francs CFA par jour. La Banque mondiale, pour sa part, déclare que la pauvreté reste très élevée au Togo, dans la mesure où dans les zones rurales, en 2015, 69% des ménages vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté que nous utilisons ici, je le rappelle, c'est $1, c'est-à-dire environ 500 francs CFA par personne par jour. Pour le pays entier, en 2017, le taux de pauvreté était de 53,5%. Par conséquent, aujourd'hui, plus de la moitié des Togolais ont moins de 500 francs CFA par jour. Au quotidien, nous savons tous ce que cela signifie. Au plus, un vrai repas par jour, un accès difficile à l'eau potable, en ville, un logement exigu et souvent insalubre, une quasi-impossibilité de se soigner correctement, de scolariser les enfants, etc. En plus de 10 ans, de 2006 à 2017, et je choisis la période à dessin, donc de 2006 à 2017, le taux de pauvreté est passé
au Togo de 60% à 53,5%, soit une réduction de 6,5%. À ce rythme-là, avec un calcul simplement mécanique, pour que 80% des Togolais sortent de la pauvreté, il faudra plus de 50 ans. Est-ce ce que nous voulons? Encore 5 autres décennies pour que dans le meilleur des cas, un Togolais sur 5 soit encore pauvre? Je répète ma question. Combien de temps encore? Ma deuxième question qui suit est la suivante. Peut-on imaginer un autre scénario? Alors, nous connaissons tous la dernière image du scénario, l'image qui finit le scénario. Alors je vous la redis pour le plaisir de la dire. Le soleil se lève sur un pays où les gens semblent heureux. Ils ne sont pas tous riches, mais la plupart d'entre eux ont un travail qui leur permet de prendre leur famille en charge. Les plus pauvres peuvent scolariser leurs enfants dans des écoles publiques, car il existe un juste système de bourse avec lequel l'État aide les plus pauvres. Les pauvres peuvent aussi se soigner, car un maillage de structures de santé couvre le pays et la sécurité sociale pour tous est une réalité. On peut circuler d'un bout à l'autre du pays dans des moyens de transport à prix abordable, d'autant plus que le réseau routier est relativement dense et bien entretenu. C'est vraiment agréable de voyager, car l'environnement est sain. On a jugulé les sources de pollution, les villes et même les villages sont électrifiés et ont plusieurs points d'accès à l'eau potable, etc. C'est la dernière image du scénario. C'est une utopie, diront certains, c'est-à-dire une fiction, un rêve éveillé. Je leur réponds d'abord, quand on nous parlait de développement, quand on nous parle aujourd'hui d'émergence à l'horizon 2030, n'est-ce pas à cette image qu'on fait référence? La deuxième partie de ma réponse, c'est que, oui, c'est une utopie, au sens où c'est une société qui n'existe pas. Mais c'est une société qui n'existe pas encore. C'est celle vers laquelle nous tendons, celle vers laquelle nous aspirons et qui va donc exister. Le problème, c'est quand. C'est ça le vrai problème. Quand est-ce que cette dernière image du scénario va se réaliser? Nous avons aussi la première image. C'est celle de la misère actuelle. Je vous l'ai déjà décrite avec des données. Alors, notre problème, c'est de trouver réponse aux interrogations qui nous préoccupent tous. Comment avoir les images intermédiaires? Comment aller de la pauvreté dominante à une société de bien-être pour tous? Avant même que de répondre à la question, il faudrait commencer par se demander où nous en sommes par rapport à la lutte contre la pauvreté au Togo. Alors, je suis allé chercher des voies autorisées pour vous faire ce point. En premier lieu, j'ai choisi le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui affirme ceci. Entre 2007 et 2012, retenez toujours les dates, entre 2007 et 2012, le Togo a élaboré, avec l'appui du PNUD, 3 stratégies de réduction de la pauvreté. Malgré la mise en œuvre des 2 précédentes, les conditions de vie des Togolais s'améliorent difficilement. Le PNUD dit que nos stratégies n'ont pas marché. Alors la question qui nous vient aux lèvres tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi cet échec? Alors je suis allé regarder les documents de cette stratégie. Alors là, je vais vous livrer quelques citations extraits de ces documents. Je prends le tout premier document qui est sorti en 2011, mais sur lequel on travaillait bien des années avant, mais il est sorti en 2011. Premier document, donc dans ce premier document, le gouvernement dit qu'il entend centrer son action sur 4 piliers, dont le premier pilier est le renforcement de la gouvernance. Je vais plus loin, je lis. La poursuite du processus de consolidation du dialogue politique
et des réformes susceptibles de renforcer la cohésion sociale est indispensable pour créer un climat politique et social favorable à la mise en œuvre des politiques de croissance et de réduction de la pauvreté. Le gouvernement entend approfondir les réformes politiques et institutionnelles avec l'appui des différentes forces politiques et sociales et des partenaires au développement. Fin de citation. Je vais prendre encore une citation. Le gouvernement consolidera en outre les bases démocratiques et établira un consensus entre les principales forces politiques dans la perspective des futures échéances électorales. À cet effet, il sera procédé à l'amélioration du cadre électoral, la consolidation de la Commission électorale nationale indépendante par la redéfinition de sa composition et de ses attributions dans la perspective de l'organisation des élections libres et démocratiques. Ce texte, ne croirait-on pas qu'il a été écrit aujourd'hui? Et est-ce possible que le gouvernement qui l'a écrit, qui l'a publié, est-ce possible que ce soit le même gouvernement qui est encore en place aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour trouver la réponse à notre question. Pourquoi n'arrive-t-on pas à réduire la pauvreté au Niger? Et c'est parce que le premier pilier des stratégies que le gouvernement lui-même s'est donné, celui de la gouvernance, n'a jamais été mis en place. À qui la faute? J'entends votre réponse au gouvernement. Eh bien, moi, je vous dis que c'est faux. C'est faux, ce n'est pas la faute au gouvernement. Pourquoi voulez-vous que les seuls qui ont atteint notre dernière image du scénario, et même plus que cela, c'est-à-dire la société d'abondance, ceux qui ne manquent de rien, pourquoi voulez-vous qu'ils se battent pour réduire la pauvreté, qu'ils ne vivent pas? Alors à qui la faute? Mais à nous les pauvres, bien sûr. À nous les pauvres, bien sûr. Je vais expliquer un peu ce que je dis. Pour cela, je vais citer les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup. Imagine un immense débat pour rompre les silences. Imagine des paroles et des mots pourvu qu'ils nous élèvent. Des signes et des regards pourvu qu'ils nous soulèvent. Oui, j'ai fini ma citation, oui, le problème des pauvres, c'est le silence. C'est l'absence de débat au nom d'incapacités supposées. Depuis bien longtemps, nous avons cru que c'était aux autres de nous sortir de nos problèmes. Le gouvernement, les partis politiques, les pays occidentaux. Ce faisant, nous avons dit de nous-mêmes des mots qui nous poussent à l'autocensure. Nous avons posé sur nous-mêmes des regards démobilisateurs, des regards qui nous inhibent. Alors, je répète les paroles de mon chant. Imagine un immense débat pour rompre les silences. Imagine des paroles et des mots pourvu qu'ils nous élèvent. Des signes et des regards pourvu qu'ils nous soulèvent. Comment transformer ce que je viens de dire en réalité? Comment allons-nous rompre les silences? Je ne vais pas répondre directement à la question parce que je vais passer d'abord par une autre. Les deux questions sont liées. J'en suis à la troisième question. Il y a eu des sous-questions, mais j'en suis à la troisième. La troisième, c'est celle-ci. Dans la phrase « Comment allons-nous rompre les silences ?» le « nous ». Comment allons-nous rompre les silences? Le « nous », qui est-ce? Une réponse rapide dirait « Ce sont les citoyens togolais ». Mais qu'est-ce que cela signifie, citoyen togolais? Quelqu'un qui est né au Togo? Non. Un homme plutôt qu'une femme? Non.
Une personne ayant de l'expérience plutôt qu'un jeune? Non. Quelqu'un qui a été scolarisé? Non. Quelqu'un qui a telle ou telle profession? Non. Quelqu'un qui a des compétences telles que savoir parler, savoir animer un groupe? Non, encore non. Alors qui est le citoyen, s'il vous plaît? C'est la personne qui se sent concernée par le devenir de ce pays et de ses habitants au point d'en perdre la tranquillité, d'en perdre le repos et le sommeil, au point de ne pas se laisser happer par l'indifférence ou l'individualisme lorsque ce pays se porte mal. Je vois qu'il y a des citoyens togolais ici, puisque vos applaudissements disent que vous vous sentez concernés. Mais là, je vous ai dit ce qu'est un citoyen. Ce que nous cherchons, c'est le nous. Alors, une réponse rapide dirait, le nous, c'est l'ensemble des citoyens. Oui, parce que le nous est un pluriel. Mais le nous ne marche pas lorsqu'on a un ensemble d'individus juxtaposés. Au plus, c'est une foule. Comment, pourquoi, à quel moment allons-nous parler de nous? Alors, je vais partir de l'exemple que tout le monde connaît bien, c'est celui de la famille. Alors, on peut dire qu'une famille, c'est l'ensemble des individus descendants d'un même ancêtre et qui portent le même nom. C'est vrai, mais c'est insuffisant. Ces individus deviennent une famille à 3 conditions. La première condition, c'est d'adopter un cadre qui permet à chacun de vivre comme membre de cette famille. Par exemple, se réunir le 3e dimanche du mois à 16h chez Kodjo, cotiser un certain montant, participer à des funérailles, à des mariages. Qui ne participe pas à ce cadre n'appartient pas à la famille. La seconde condition, c'est se sentir membre de cette famille au point de vouloir être reconnu comme tel. Et donc, porter le nom de famille avec fierté, choisir un uniforme, apporter tout ensemble en certaines occasions, etc. La troisième condition, c'est de partager un projet commun. Par exemple, il y a des familles qui choisissent de laisser une histoire à leurs descendants. Il y a des familles qui choisissent de devenir riches. Les stratégies développées ensemble sont différentes selon le projet de chaque famille. Alors, je vais essayer d'appliquer ce schéma aux citoyens. Je rappelle ma question des formations d'enseignants dans la phrase « Comment allons-nous rompre les silences ?» Le nous qui est-ce. Je prends ma première condition. Pour ce qui est des citoyens, le nous, c'est l'ensemble des citoyens qui se donnent une auto-organisation. Dans une communauté humaine, il existe plusieurs cadres d'organisation. Un cadre institutionnel et administratif, le gouvernement, ses démembrements, l'administration. Un cadre politique avec les partis politiques. Un cadre commercial qu'on appelle le secteur privé. Lorsque les citoyens choisissent une auto-organisation hors des cadres que je viens de citer, ils forment, à partir de ce qu'ils partagent comme préoccupation, ce que nous appelons aujourd'hui les organisations de la société civile. Ce sont des associations, des organisations de développement, des organisations culturelles, des plateformes citoyennes, des syndicats, etc. À partir de là, l'ensemble des citoyens, le nous, ça commence à devenir la société civile. Je voudrais faire une petite remarque à propos des cadres d'organisation. Les cadres que je viens de citer, j'ai cité 3 et puis j'ai cité celui de la société civile, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres lorsqu'il s'agit de l'individu. Il peut appartenir à plusieurs cadres en même temps. Donc c'est dans cette perspective que se pose la question de la neutralité qui, je l'espère, va être abordée à un moment ou à un autre dans ce forum. C'est l'appartenance à tel et tel cadre en même temps ou pas. Mais je reviens à ce que je disais. La première condition, c'était donc qu'on ait un cadre. Nous avons vu, c'est l'auto-organisation dans des organisations de la société civile.
Deuxième condition que nous avons tirée de la famille, c'est qu'il faut se sentir membre de cette famille. Alors, pour se sentir membre de la société civile, il faut reconnaître que cette société civile a un rôle à jouer dans l'ensemble de la société. C'est donc être sûr qu'en faire partie, c'est se rendre utile. On désire alors marquer cette appartenance en le clamant haut et fort, en adoptant les façons de faire de la société civile, une forme de famille. Ainsi, on peut ne pas faire partie d'une organisation de la société civile, mais alors il faut trouver le moyen de montrer qu'on est membre de la société civile. À des moments importants de la vie sociale, on doit se sentir obligé de rejoindre les organisations de la société civile, de soutenir leur action, etc. J'applique ma troisième condition. Il faut partager un même projet. Alors, la société civile, c'est l'ensemble des citoyens qui partagent les mêmes conditions de vie dans un espace donné. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il ne suffit pas d'être né au Togo. On peut parler d'une société civile togolaise, mais on peut parler d'une société civile de l'espace de la CEDEAO. Donc ce n'est pas une question d'abord de nationalité. Donc c'est une question d'espace de vie où on partage les mêmes conditions de vie. Donc le projet de la société civile devient alors que tous les citoyens partageant cet espace et ces conditions de vie vivent le mieux possible. Voilà pourquoi le projet commun de la société civile, c'est en tout premier lieu d'exercer un contrôle sur toutes les institutions et toutes les personnes concernées de près et de loin par le bien-être commun. C'est ce qu'on appelle le devoir de veille. En second lieu, la société civile se donne comme tâche de rappeler à ses membres ce devoir de contrôle. Il s'agit du devoir d'éveil, éveiller ses concitoyens. Il me semble que si je reprends la question qui était ma troisième, comment allons-nous rompre les silences, le nous qui est, nous avons un début de réponse. Le nous, c'est la société civile, comprise comme l'ensemble des citoyens organisés dans les organisations de la société civile, pour lutter pour le bien commun de tous en exerçant un devoir de veille et un devoir d'éveil. Maintenant que le nous est explicité, nous allons pouvoir reprendre notre interrogation. Nous sommes dans un espace donné, le Togo. Dans un cadre temporel donné, 2018, après une cinquantaine d'années de pauvreté des citoyens. Que va faire la société civile? Donc, ma quatrième question, tout naturellement, qu'allons-nous faire ensemble? Je détaille un peu la question. Sachant qui nous sommes, des membres de la société civile, sachant d'où nous partons, une situation de pauvreté pour presque tous, sachant vers quoi nous voulons aller, une société de justice et d'équité, qu'allons-nous faire ensemble? Nous allons d'abord rompre les silences par des mots qui nous élèvent. Pour illustrer ce point, je vais d'abord parler d'un certain nombre d'institutions, pas d'organisations, d'institutions qu'on appelle institutions de la société et qu'on peut dire ici institutions de la société civile, institutions par qui sont transmises les valeurs qui moulent le citoyen. Il s'agit de la famille, de l'école, des églises, etc. Je vais commencer par l'école. En principe, l'école vise à former le citoyen à travers des disciplines qu'on appelle éducation morale, éducation civique et morale. Les enfants de l'école primaire disent éducimo, éducation civile et morale, instruction civique, etc. Savez-vous que je n'ai jamais entendu un parent ou une association de parents d'élèves se plaindre des contenus de ces matières?
les parents connaissent-ils même ces contenus? Souvent, ils croient que c'est juste des leçons que les enfants sont obligés d'apprendre, et que après ça passe. Je dois vous dire que cela va plus loin, beaucoup plus loin. Pour vous montrer cela, j'ai pris la page d'un livre de français. C'est le nouveau livre de français qui vient d'être conçu. Il est en train d'être distribué sur l'ensemble du territoire national de Lomé à Saint-Cassé. On veut même l'imposer aux écoles privées. On est en train de former les enseignants pour utiliser ces manuels. Alors je voudrais juste vous montrer une page de la leçon proposée au cours de la troisième semaine scolaire seulement, aux élèves de CP2. Ils ont 7 ans. Est-ce qu'on peut me projeter l'image, s'il vous plaît? Je suis obligé de projeter parce que je ne peux pas vous expliquer. Alors, il y a 2 images. Vous voyez les 2 images. Et on demande aux élèves qui sont les 2 hommes sur la photo. Et on dit aux élèves, écris en cursive ce que tu lis sur la fresque. Et qu'y a-t-il d'écrit sur la fresque? Les faiseurs de paix sont braves. On dit ça à nos enfants de 7 ans. Je ne vous fais pas de commentaires. L'ensemble du territoire national, tous les enfants de CP2 vont être soumis à des choses comme ça, dès la 3e semaine d'école. Vous voyez bien qu'il nous faut rompre le silence pour faire de cette école au service d'un seul groupe, notre école, à notre image, à notre service. Imaginons, si nous investissions les associations de parents d'élèves, si nous protestions dans ce cadre-là, nous avons le droit et nous avons la possibilité. Savez-vous que déjà en 2013-2014, il y avait plus d'1 million d'enfants dans les écoles primaires publiques du Togo. Il y en avait 400 000 dans les écoles privées. Alors si nous prenons un parent seulement par élève, et si nous prenons la moitié des parents, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des parents qui admettent que leur enfant de 7 ans soit soumis à la propagande politique, mais je vais prendre seulement la moitié des parents, et un parent par élève, ça fait 700 000 personnes. Croyez-vous que si plus de 500 000 personnes demandent qu'on retire ce livre ou au moins cette page de la circulation, vous croyez que ça ne ferait pas écho? Et pour les enseignants qu'on oblige à enseigner cela, imaginons ce qui se passerait si les syndicats se saisissaient de cette affaire. Et si la direction nationale de l'enseignement catholique, si la direction de l'enseignement protestant, si l'association des fondateurs d'écoles privées laïques, si toutes ces entités s'y mettaient, que se passerait-il? Vous croyez que le livre et la page la resteraient? Imaginons ce que serait notre école si nous rompions les silences à son sujet. J'en viens aux églises. Je vais juste citer Monseigneur Barriga, s'adressant aux responsables religieux. Voici ce qu'il dit. De plus en plus, nous tombons dans ce travers de faire croire à nos fidèles qu'il suffit de prier pour que tout soit résolu dans leur vie. Qui a dit cela? Qui a dit qu'il suffit de prier pour que sans aucun effort, tout soit résolu dans la vie de l'homme? Ne soyons pas des marchands d'illusions. Je le répète, ne soyons pas des vendeurs d'illusions. Notre peuple est en train de se dépersonnaliser. Nos églises sont remplies de
gens qui crient à longueur de journée, mais qui ont démissionné de leurs responsabilités. Dieu ne viendra pas changer notre société à notre place. Nos peuples croupissent dans la misère et nous disons à l'Église, prions pour que Dieu nous délivre de cela. La délivrance viendra d'où? Dites à ceux qui viennent chez vous qu'il n'y a pas de prière miracle qui va résoudre les problèmes à leur place. Dieu donnera des opportunités. Il nous appartient de les saisir pour transformer la réalité. Et qui sont ceux qui enseignent cette forme de prière? Monseigneur Barriga dit c'est nous, c'est-à-dire les responsables religieux. Et il dit à tous les responsables religieux, non, ne faisons pas de notre peuple un peuple de paresseux. Il arrive parfois qu'on se retrouve devant des situations qui ont besoin simplement d'un peu de volonté, mais on se contente de prier et on s'en va comme si l'on avait tout fait. N'enfermez pas vos fidèles dans la prière refuge. Ouvrez les portes pour qu'avec la grâce de Dieu, ils puissent agir. Fin de citation. Je ne commande pas, mais imaginez. Imaginons que dans les églises, dans les temples, les mosquées, tous les lieux de culte, les responsables religieux décident de faire de leurs fidèles des croyants qui agissent. Qu'arriverait-il autour? Bref, je dis simplement que si nous rompons le silence, la formation d'un citoyen abruti par une propagande à laquelle il est soumis dès l'enfance, d'un croyant qui laisse tout faire à Dieu, tout cela va continuer. Alors je reprends mon exemple du livre de français pour montrer que par rompre les silences, nous pouvons partir des cadres habituels. Ici, il s'agit des associations de parents d'élèves, des cadres habituels qui sont à notre disposition. Mon exemple montre aussi que la force de la société civile, c'est le nombre. Et ce sera pareil si nous utilisons les associations paysannes pour changer la vie dans les zones rurales, les conditions de vie des agriculteurs. Ce sera la même chose si nous utilisons les syndicats pour améliorer les conditions de vie, de travail et de vie des salariés. Ce sera la même chose si nous choisissons les associations de consommateurs pour ne pas manger n'importe quoi, etc., etc. Mais je voudrais revenir à ce qui nous préoccupe prioritairement aujourd'hui. Notre problème, c'est la pauvreté, ou plus exactement, la racine de la pauvreté que constitue la gouvernance. Que faire pour changer de style de gouvernance? La réponse est simple: changer l'équipe qui met en œuvre ce style de gouvernance, l'équipe dirigeante. Là, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement de parler, il ne s'agit pas seulement de rompre les silences. Il faut commencer par rompre les silences, mais il faut se mettre en mouvement. Alors, le premier mouvement, quand on veut changer une équipe dirigeante, c'est de passer par des élections. Mais pour que les élections aient un sens, il faut qu'on ait à choisir. Choisir, la racine même de l'élection vient de choisir. Il faut qu'on ait à choisir. D'abord, il faut qu'on ait à choisir entre plusieurs candidats. Si aujourd'hui, nous en étions encore au système de parti unique, croiriez-vous à un changement issu des urnes? Vous n'accepteriez certainement pas d'aller à des élections pour élire encore un seul et le même candidat pour la présidentielle, pour élire des candidats de la même mouvance pour des
n'est-ce pas? En effet, où serait le choix? Certainement, vous vous mobiliseriez pour le multipartisme, comme les citoyens des années 1990, qui ont exercé leur devoir de veille citoyenne contre un système politique, sociopolitique inique. Un certain nombre de ces citoyens se trouvent dans la lagune de Baie, dans les charniers à l'Éthicope et ailleurs. Ils ont aussi exercé leur devoir d'éveil en tentant de mobiliser leurs concitoyens. En ces temps où on pouvait aller en prison ou au camp d'Agombio pour un tract ou pour avoir écouté une autre radio que celle du pouvoir. Heureusement, aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Cependant, allons-nous laisser tomber notre devoir de veille citoyenne? Allons-nous laisser mettre en œuvre un processus électoral qui ne nous garantit pas de voir sortir des urnes les personnes que nous aurons choisies? Et dans notre rôle d'éveil, ne rappellerions-nous pas à nos concitoyens ceci? Si voter est un droit souvent acquis de notre lutte, si voter est également un devoir du citoyen qui veut apporter sa pierre à la construction nationale, comment exercer les droits et obligations liés au fait de voter? Je vous propose de faire un détour par la vie associative que nous connaissons bien. En vie associative, lorsqu'on propose de soumettre un problème au vote, il y a toujours quelqu'un qui demande si on a suffisamment discuté avant de passer au vote. Parce qu'il faut un consensus sur la question soumise au vote. C'est absolument nécessaire. Après le consensus sur la question soumise au vote, on commence par vérifier qui peut voter, qui a le droit de voter selon les statuts, qui est à jour de ses cotisations. Ensuite, on se soucie de savoir si tous ceux qui ont droit de vote pourront voter. Faudra-t-il des procurations, etc. Quand on a résolu tous ces problèmes, alors on peut voter. Et chacun choisit. Choisir, voter, c'est plusieurs choix. C'est dire oui ou non. C'est être pour ou contre telle ou telle personne, telle ou telle liste. Mais voter, c'est aussi choisir de mettre un bulletin nul. C'est aussi s'abstenir. Tout cela est comptabilisé dans les résultats. N'est-ce pas? Nous vivons tout ça. Alors revenons au cas d'élection nationale. Le schéma qui vient d'être décrit s'applique aussi. Ce n'est pas un acte mécanique qui s'exerce sans la vigilance attendue du citoyen qui s'assume en tant que tel. Alors, toute élection, donc, doit partir d'un consensus sur la nécessité de voter. Il faut qu'on soit tous d'accord sur le fait que c'est le moment de voter. On peut l'être en s'exprimant ou bien parce qu'on a choisi une constitution où tous les temps on vote. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait consensus sur le moment du vote et sur la question qu'on se pose. Ensuite, on doit voir s'il y a toutes les garanties de justice et de transparence pour tous les citoyens. Nous avons bien vérifié qui a le droit de voter, qui n'a pas le droit, qui a payé ses cotisations, etc. On doit le faire. Sans consensus, sans garantie, on peut refuser de participer au vote. C'est un devoir citoyen. Comme voter, oui ou non, comme voter pour tel ou tel candidat, comme mettre un bulletin nul, comme s'abstenir. Dans ce cas, pourquoi fait-on croire que le boycott n'est pas une abstention? On a peur des mots. Je suis sûr que le regard que nous poserons sur nous-mêmes, les citoyens togolais,
reconnaissant la capacité d'analyser correctement et de comprendre la situation actuelle, le regard qui nous permet d'exercer notre discernement, ce regard nous aidera à adopter le comportement idoine dans la situation présente sans être taxé, excusez-moi, de suivre les injonctions de telle ou telle mouvance politique. J'en reviens à la question qui m'a amené jusque-là. Qu'allons-nous faire, nous, membres de la société civile, dans des conditions de vie extrêmement difficiles pour aller vers une société de justice et d'équité? Si vous m'avez bien suivi, vous l'avez compris. Il ne s'agit pas d'abord de faire, il nous suffit d'être pleinement ce que nous sommes. Des croyants, des parents d'élèves, des enseignants, des soignants, des agriculteurs, des consommateurs, des électeurs qui choisissent d'assumer ce que demande leur statut et leur d'assumer ce que demande leur statut et leur rôle social. Assumer ses charges et ses obligations, c'est la définition même de la personne qu'on qualifie de responsable. Oui, responsable, c'est le maître mot. Oui, parce que, étant responsable, nous pourrons tout choisir. Notre école, notre système de santé, ce que nous consommons, l'environnement où nous vivons, notre organisation sociale, ceux qui vont nous représenter. Ce n'est guère le cas en ce moment. À qui la faute? Mais à nous-mêmes. Car qui peut nous empêcher de changer de vie, sinon nous-mêmes? C'est nous-mêmes qui devons choisir d'être responsables. Dans ce cas-là, le changement n'est-il pas à portée de main? En effet, imaginons un pays qui, à la suite d'élections libres, est gouverné par des personnes dont la légitimité n'est pas sujette à caution. Un pays où les contre-pouvoirs tels que l'Assemblée, mais aussi la presse et justement les organisations de la société civile contrôlent l'action du gouvernement. Imaginons un pays avec une équitable répartition des richesses nationales. Un pays où l'espace public est ouvert au débat engageant la vie de l'ensemble des citoyens. Ne serait-ce pas là le Togo nouveau que nous voulons voir advenir, ou plutôt le Togo nouveau que nous allons faire advenir? Ma dernière question reprend alors le thème de cette conférence. Sans un engagement citoyen, quelle chance avons-nous de mieux vivre dans notre pays? Je vous laisse la réponse, mais je voudrais juste partager avec vous cette chanson dont je dis que je l'aime vraiment. Juste le dernier couplet, c'est avec ça que je vais conclure, le dernier couplet de ma chanson.
et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.